terminer leur planning de la journée, ils doivent encore sacrifier un autre rituel, 2 heures de sport. En apesanteur, les muscles s'atrophient vite, il faut donc faire beaucoup d'exercices tous les jours. 19h30, c'est le dîner en commun, l'instant de convivialité. Puis les astronautes ont un peu de temps libre pour téléphoner à leurs proches, envoyer, comme l'a fait Thomas Pesquet, un encouragement à ses copains du Vendée Globe, visionner un film, mais surtout contempler la Terre, un spectacle dont on ne se lasse pas. Thomas Pesquet, on a d'abord envie de vous poser une question. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes acclimaté à votre nouvel environnement et à la quasi-absence d'apesanteur? Eh ben oui, ça va très bien. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas été malade. Parfois, les gens arrivent ici, ils sont un petit peu malades au début, le mal de l'espace. Moi, c'est tout de suite allé très bien. Et j'ai pu commencer à travailler directement. Et c'est super agréable, en fait. L'impesanteur, comme ça permet de flotter, de travailler, de se mouvoir de manière extrêmement libre. Donc, c'est agréable. Thomas, l'un de vos prédécesseurs à bord de l'ISS, le Danois Andreas Mogensen, a dit que ce vol à bord de Soyouz vers la station spatiale avait été les 2 jours les plus longs de sa vie. Est-ce que vous aussi, vous avez trouvé ça difficile? C'était assez long, oui, mais au final, moi je trouve que c'est passé assez vite. La position est un peu inconfortable, on est écrasé dans le siège, au bout d'un moment ça fait mal, donc on prend un peu sur soi, on serre les dents, mais le jeu en vaut la chandelle. Et puis dès qu'on est arrivé en apesanteur, passer les premiers moments où on est un peu désorienté, moi j'ai tout de suite commencé à regarder par la fenêtre et puis à profiter un petit peu du spectacle. Donc ça a fait passer ces 2 jours de manière absolument féerique. Il paraît, mais est-ce vrai que pour meubler ce voyage de 48 heures, vous aviez apporté un jeu de cartes, des dés? Pardonnez-moi, mais jouer aux dés dans l'espace, ça paraît impossible, non? Vous ne saviez pas avant de partir? Si, mais en fait c'était plutôt un porte-bonheur que vraiment pour y jouer. Mais maintenant, comme vous le faites remarquer, vous n'êtes pas le premier, Gilles. Je le prends comme un défi personnel. Il va falloir que je trouve un moyen de jouer au dé en apesanteur. On a les dimanches dans la station spatiale. Le samedi on fait le ménage, mais le dimanche on a du temps pour se relaxer et puis réaliser ses petits projets personnels. On va compter celui-là au rayon des miens. Est-ce que vous pourriez nous décrire à nous, simples terriens, votre première impression quand vous vous êtes approché de la station spatiale? On sait qu'elle est grande comme un terrain de football, mais pour nous, ça reste assez abstrait. C'est simple en fait. Ce qui se passe ici, c'est un film de science-fiction. C'est aussi bête que ça. Quand on voit l'étoile noire dans la guerre des étoiles ou des stations spatiales comme ça, des bases spatiales, c'est exactement ça qu'on a. C'est une espèce d'immense structure qui tourne autour de la Terre, qui est invisible malheureusement la plupart du temps pour les gens, même si on peut la voir la nuit. Et puis nous, on l'a rejoint, donc elle était invisible pendant très longtemps pour nous. Puis tout d'un coup, on l'a vu se dessiner. On s'est rapproché comme ça dans un tout petit Soyouz. Et puis on s'est rendu compte au final à quel point elle est immense et les panneaux solaires avaient l'air de s'étendre vraiment sur la longueur d'un terrain de football, parce que c'est à peu près ça. Et puis quand on s'est accroché à ça, on s'est senti tout petit. Et moi, je me suis vraiment senti dans un film. Je me suis dit, ça y est, on arrive dans une base spatiale. On s'y est habitué, parce que moi, j'évolue dans ce milieu depuis quelques années. Mais quand même, c'est incroyable la prouesse technologique qu'on fait. C'est digne des plus grands films. Que voyez-vous lorsque vous collez contre le hublot? Est-ce que vous voyez Paris, New York, le Kilimandjaro, la muraille de Chine? Alors on voit Paris, oui, on voit les villes la nuit. J'ai essayé de prendre des photos de la France, de l'Europe la nuit, parce que c'est magnifique. On voit toutes les côtes qui se dessinent et on peut suivre les axes de communication entre les villes. Si on a de la chance et que le temps est pas nuageux, on peut observer des montagnes, des massifs nuageux, des grands lacs, des choses comme ça. La muraille de Chine, je pense pas qu'on la voit. Il y a pas assez de contraste, elle est pas assez épaisse. Mais il y a beaucoup de formations naturelles, d'îles magnifiques, de montagnes, de choses comme ça qu'on peut prendre en photo. Moi, je vais essayer de le faire et puis de partager ça sur mes comptes Facebook ou Twitter pour les gens que ça intéresse, pour partager cette expérience tout simplement. C'est trop beau pour le garder pour soi. Et effectivement, vous avez pris beaucoup de photos depuis que vous êtes en très très haute altitude. Vous nous en avez envoyé quelques-unes. Celle-ci, par exemple, que nous allons découvrir, c'est un cône éclairé la nuit, le delta du Nil. C'est un rêve d'enfant de pouvoir photographier ça à 400 km de distance. Oui, tout à fait. C'est amusant d'essayer de retrouver les lieux de son enfance ou les lieux dans lesquels on a voyagé. Et puis c'est un challenge parce que photographier à 400 km d'altitude et puis on vole à 28 000 km/h sur trajectoire. Donc pour prendre des photos qui sont pas floues, déjà que moi je suis pas un très bon photographe sur Terre, dans la station c'est difficile, mais heureusement on a du bon matériel ici. Et puis le dimanche on a le temps d'y consacrer 1 heure ou 2. J'espère qu'à la fin de la mission, à la fin des 6 mois, je serai à peu près acceptable en photographie. Autre photo que nous avons reçue, que vous nous avez envoyée, c'est en gros le quart nord-ouest de la France, la région parisienne.
la Normandie qui vous est chère, la Picardie, les côtes anglaises. Vous avez mis longtemps à trouver l'endroit et à vous dire « Ah, ça y est, j'y suis, c'est la Normandie, c'est Paris ». Non, cette photo, c'était presque un coup de chance en fait. En jetant un œil par la fenêtre, je me suis rendu compte que la trajectoire, c'était un soir, 23 heures avant d'aller me coucher, et que la trajectoire allait nous emmener au-dessus de tous ces lieux que j'affectionne. Donc j'ai couru, enfin plutôt j'ai volé pour aller prendre mon appareil photo. Je me suis dépêché, j'ai essayé de trouver les meilleurs réglages possibles et puis de prendre une photo sympa. Je trouve ça vraiment magique de me dire, ben voilà, là il y a mes proches qui sont sur Terre en ce moment, ils sont sur cette photo. Énormément des centaines de gens que je connais, je suis en train de les prendre en photo depuis la station spatiale et je me demande ce qu'ils font ce soir. Est-ce qu'ils sont au restaurant? Est-ce qu'ils regardent la télé? Est-ce qu'ils regardent le 20h de TF1 ou est-ce qu'ils font autre chose? Je trouve ça fascinant et c'est une manière pour moi de penser à eux. Alors, toute dernière photo que je voudrais que vous nous commentiez, Thomas, et là, un mythe s'effondre. Vous êtes l'homme le plus désordonné de la Terre. Vous nous avez envoyé cette photo de la cuisine. C'est un capharnaüm indescriptible. Non, c'est pas un capharnaüm. Je m'insurge. C'est, disons qu'on utilise toutes les surfaces pour stocker des choses dans la station spatiale. Le plafond, ça peut nous servir à stocker des choses. On a du velcro sur les murs, et puis on utilise vraiment les surfaces extérieures comme surface de stockage. Donc c'est vrai que ça a l'air un petit peu fouillis. En même temps, cette cuisine, elle est très fonctionnelle. C'est là où on partage tous nos repas avec notre équipage international et chacun y a amené un petit peu du sien. Il y a de la nourriture américaine, russe, et moi j'ai amené un petit peu de nourriture française. Je l'aime bien, elle est un petit peu désordonnée effectivement, mais c'est l'endroit le plus convivial de la station spatiale. Je ne sais pas si vous pouvez vous retourner, je pense que c'est facile en quasi-apesanteur. Il y a un drapeau français derrière vous, vous n'y êtes pas étranger, vous l'aviez apporté dans votre petite valisette? Oui, tout à fait. Ce drapeau, il a une histoire. C'est le président Hollande qui me l'a remis. C'est un drapeau français évidemment. Il porte aussi la petite marque qui a été apposée à la suite des attentats de Paris. Donc c'est pour dire ma solidarité avec toutes les victimes et les familles de victimes de ces soirs-là. Et puis voilà, c'est pour pousser un petit cocorico sans forfanterie, mais c'est pour dire il y a un Français dans l'espace. La France participe à l'aventure spatiale depuis le début. Elle est à la pointe de la technologie dans beaucoup de domaines, dont celui-là. Il faut pas avoir honte de temps en temps d'en être fier et puis de dire voilà, on a bien réussi ça, on continue à bien le réussir et on va suivre cette route-là à l'avenir aussi. Alors Thomas, vous êtes 6 dans cette station spatiale et 13 en dessous de vous. Sur la terre ferme, il y a 200, 300, 400 techniciens, ingénieurs, médecins, scientifiques qui veillent sur vous en quelque sorte. Oui, c'est ça. On est vraiment encadré par beaucoup de corps de métier, chacun dans sa spécialité, qui essaye de faire en sorte que notre mission soit facile à remplir. En fait, c'est ça l'idée. C'est pas qu'on est ici tout seul. On n'est pas des navigateurs en solitaire en train de traverser de faire le tour du monde en bateau. On est plutôt la partie éloignée d'une grande équipe. Et cette grande équipe, elle est répartie un peu partout dans le monde. Et évidemment, tout le monde n'a pas la chance d'aller dans l'espace, même si moi je trouverais ça super si tout le monde pouvait venir ici parce que c'est vraiment une expérience magique. Mais nous, on est vraiment les yeux et les oreilles de ces gens-là à bord de la station. Mais vraiment, le travail qu'on réalise ensemble, on le réalise en équipe. Les gens préparent les expériences, les amènent, les acheminent, et nous, on est juste là pour les réaliser et renvoyer les résultats. Donc c'est une petite partie du travail au final. On a vu il y a un instant avec Christine Chapelle que vos journées étaient très remplies. Une partie de ces journées est consacrée à des expériences. Lesquelles avez-vous déjà menées depuis une semaine ? Alors j'étais surpris parce que dès le début ça a commencé sur les chapeaux de roue. J'ai fait beaucoup d'expériences pour l'Agence spatiale européenne. Derrière moi, cette chaise qui ressemble un peu à une chaise de torture, c'est pour une expérience qui s'appelle MARES, pour étudier finement les muscles. Et ça c'est pour aider les gens qui sont immobilisés suite à des accidents graves ou qui ont des maladies génétiques comme la dystrophie musculaire. J'ai utilisé une nouvelle méthode créée par le CNES en France pour traiter l'eau à bord de la station. Une contamination à bord de la station, ce sera un gros problème. Et à terre, c'est exactement la même chose. C'est une technique portable, comme vous pouvez le voir, qui pourrait nous être utile dans les pays en voie de développement. Juste à côté de moi, j'ai une nouvelle méthode de traitement des surfaces avec des surfaces auto-nettoyantes, un dosimètre à mes pieds. Je suis entouré d'expériences scientifiques et je passe mes journées à les réaliser, à les mettre en œuvre, et c'est un vrai bonheur parce qu'on se rend compte que ça y est, tout ce travail, finalement, il est utile. Est-ce que vous menez aussi des expériences sur les végétaux? Est-ce que vous essayez de faire pousser des marguerites ou des laitues en microgravité?
Alors des marguerites, non, mais des laitues, figurez-vous que oui. Je ne sais pas si vous distinguez une petite couleur rose sur votre écran, mais ça c'est une expérience pour faire pousser des laitues justement que l'on devrait récolter vendredi avec de la lumière un peu ultraviolette comme ça, et on va les récolter vendredi. On n'est pas censé les manger, mais je pense que quand même pour mener l'expérience jusqu'au bout, il va falloir qu'on les assaisonne d'une petite sauce dans notre cuisine dont vous parliez tout à l'heure, et puis ça va nous faire notre repas du vendredi soir. Thomas, vous étiez venu sur ce plateau du journal de TF1 il y a quelques semaines et je vous avais demandé de manière abstraite, est-ce que vous seriez tenté d'aller un jour vers Mars? Vous aviez évidemment répondu oui. Est-ce que après ces 8 jours passés dans l'espace, vous dites toujours oui, ou est-ce que vous dites oui avec un petit bémol ou avec des points de suspension? Ah non, je dis encore plus oui, parce que même si avant d'arriver ici, je savais que c'était mon rêve, j'avais jamais ressenti ça, j'avais jamais vraiment vécu cette expérience. L'avoir dans sa tête, c'est quelque chose, mais la ressentir soi-même, c'est autre chose. De voir la Terre, de flotter toute la journée, et puis de passer sa vie à voler, tout simplement, c'est magique. Donc aujourd'hui, je suis parti pour 6 mois, parce que c'est la durée la plus longue. Je suis parti dans l'ISS parce que c'est ce qu'il y a de plus lointain, mais le jour où il y a une destination plus lointaine ou une mission plus longue, c'est sûr que je lèverai la main pour candidater. Mais je serai sans doute pas le seul. Merci beaucoup Thomas Pesquet d'avoir répondu à nos questions. Bonne continuation, à très bientôt pour un nouveau duplex, pour nous raconter la suite de vos aventures. Si vous voulez prendre une photo, je vous en prie. En tout cas, on vous souhaite le meilleur et on vous dit à très bientôt. Merci à vous, à bientôt depuis la station spatiale.